Après 10 ans de mariage, ma femme m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu ne seras jamais son vrai père, alors arrête de faire semblant. » Je suis resté silencieux. Le lendemain matin, je les ai entendues glousser toutes les deux dans la cuisine, elle et ma belle-fille, alors j'ai calmement fait mes valises, mis la maison en vente et laissé un court mot, « Tu as raison. Je ne suis pas son vrai père et vous n'êtes pas ma vraie famille. » 10 ans de la vie d'un homme effacés par une seule phrase. 10 ans à préparer les déjeuners, vérifier les devoirs, assister à chaque réunion parents-prof, apprendre à une petite fille à faire du vélo sans les petits trous. Disparu en un instant. Tout s'est terminé mardi dernier. Catherine et moi avions eu une petite dispute à propos de Manon, notre fille de 17 ans. Elle voulait passer tout un week-end à une fête à 3 heures de route. J'ai dit, non, il y a cours le lendemain. Je ne connais pas la famille qui reçoit. Rien d'anormal pour un père. Catherine n'était pas du tout d'accord. Nous étions debout dans la cuisine que j'avais entièrement rénovée moi-même 3 ans plus tôt. Elle a croisé les bras, m'a lancé ce regard glacial que je voyais de plus en plus souvent ces derniers temps, et a laissé tomber les mots comme des pierres, « Tu ne seras jamais son vrai père. Arrête de faire semblant. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas élevé la voix. Quelque chose en moi s'est simplement éteint. La partie qui continuait d'essayer, la partie qui aimait, la partie qui croyait que nous étions une famille. Tout est devenu noir. J'avais rencontré Catherine quand Manon avait 7 ans. Son père biologique avait disparu quand elle marchait à peine. Pendant 10 années entières, j'étais le seul père qu'elle ait jamais connu. Je ne faisais pas semblant. J'étais simplement un père. Je me suis retourné, je suis allé dans mon atelier au garage et j'ai passé des heures à trier des clous, à nettoyer des outils, laissant la vérité s'installer. Catherine n'est jamais venue voir comment j'allais. Quand je suis finalement rentré, elle dormait déjà. J'ai pris le canapé. Tôt le lendemain matin, je me suis réveillé au son des rires venant de la cuisine. Pas des petits rires doux, mais des rires forts, aigus et moqueurs. Je me suis approché doucement et j'ai écouté. « Je n'arrive pas à croire que tu lui aies enfin dit en face » a dit Manon, gloussant presque de joie. « Maman, la tête qu'il faisait, c'était inestimable. » « Eh bien, c'est la vérité » a répondu Catherine. Et elles ont toutes les deux éclaté de rire à nouveau. Il avait besoin d'entendre ça. Toutes ces règles, ces leçons de morale, agir comme s'il avait une quelconque autorité. C'est juste le mec qui paie pour tout. C'est à ce moment-là que le cercueil s'est refermé. Ce n'était pas seulement Catherine. C'était les deux. 10 ans de mon temps, de mon argent, de mon cœur, réduit à une blague récurrente et un portefeuille ouvert. Je suis retourné dans le salon en me sentant étrangement calme. La colère avait disparu. J'en avais simplement fini. Je suis monté à l'étage, j'ai sorti 2 vieux sacs de sport de l'armée du placard et j'ai commencé à les remplir. Mes vêtements, mes affaires de toilette, les photos encadrées de mes propres parents. J'ai laissé tout le reste. J'ai laissé les photos du premier gala de danse de Manon. J'ai laissé le mug meilleur beau-papa du monde qu'elle m'avait offert pour la fête des pères. Ces objets me semblaient toxiques maintenant. Pendant que je faisais mes bagages, j'ai appelé un agent immobilier que je connaissais, Thomas. Je lui ai dit que je devais mettre la maison en vente immédiatement et la vendre vite. Il était surpris, mais a dit qu'il pourrait avoir les papiers prêts cet après-midi et un panneau dans le jardin dès l'aube. Parfait. La maison était uniquement à mon nom. Je l'avais achetée et remboursé la moitié du prêt bien avant de rencontrer Catherine. Mon notaire avait insisté pour un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, qu'elle avait un jour qualifié d'insultant, mais qu'elle avait signé quand même. Elle allait bientôt apprendre pourquoi ce document était important. J'ai descendu les sacs. La maison était vide. Elles étaient déjà parties au travail et au lycée. J'ai trouvé un bloc-notes, écrit une phrase, et placé le mot exactement là où elle s'était moquée de moi 1 heure plus tôt, « Tu as raison, je ne suis pas son vrai père, et vous n'êtes pas ma vraie famille. » Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je ne me suis jamais retourné. J'ai conduit jusqu'au petit bureau que je louais pour mon entreprise de bâtiment et je suis resté assis sur le parking un long moment. Puis je me suis activé. J'ai appelé mon avocat, je lui ai dit que c'était fini. Il a dit, bien. Il était temps. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire privé et j'ai fait virer mes revenus dessus. J'y ai transféré chaque euro que j'avais gagné avant le mariage. J'ai laissé sur le compte joint exactement de quoi payer un mois de facture. Après ça, elle devrait se débrouiller seule.
Cet après-midi-là, j'ai rencontré Thomas et signé le mandat de vente. Il a promis que le panneau serait planté dans la pelouse avant que quiconque ne se réveille le lendemain. Pour la première fois en 10 ans, je me sentais léger. Les premiers SMS sont arrivés juste après que Manon soit rentrée du lycée. Une photo de mon mot avec « C'est quoi ce bordel ?» Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Catherine a fait exploser mon téléphone. 7 messages vocaux d'affilée. Colère, confusion, marchandage, panique. Je les ai tous laissés sans réponse. Le lendemain matin à 7 heures pile, les cris ont commencé au téléphone. Il y a un panneau à vendre dans notre jardin. Jean, qu'est-ce que tu as fait? J'ai décroché d'une voix totalement calme. Ce n'est pas notre jardin, Catherine. C'est mon jardin et je vends ma maison. Tu ne peux pas faire ça. Nous vivons ici. C'est notre maison. Non, c'est ma maison. Vous y logiez, c'est tout. Vous avez 30 à 60 jours, selon la rapidité de la vente. Commencez à chercher. Elle a menacé d'avocats, de procès, de tout ce qui est imaginable. Mais je lui ai dit de demander à son avocat de lire le contrat de mariage, spécifiquement la partie sur les biens propres, et j'ai raccroché, bloqué son numéro, bloqué le numéro de Manon. Sa mère, Hélène, a appelé cet après-midi-là pour me déballer le couplet du monstre sans cœur qui abandonne sa famille. Je l'ai corrigé. Je n'ai plus de famille là-bas, Hélène. J'ai une femme et une adolescente qui riaient du fait que je sois un distributeur de billets. J'ai fini de financer la blague. Quelques jours plus tard, un email officiel et épais est arrivé du nouvel avocat de Catherine, exigeant que je retire la maison du marché, rétablisse son accès au compte, paie ses frais juridiques et compense le préjudice moral. Pure fantaisie. Mon avocat a riposté avec une réponse de 2 pages, le contrat de mariage surligné en jaune et une seule phrase de conclusion, toute tentative supplémentaire de réclamer les biens propres de mon client entraînera des sanctions. Les menaces se sont arrêtées net. La maison s'est vendue en 8 jours. Offre au comptant, 20 000 € au-dessus du prix demandé. Signature finale prévue dans 45 jours. Ensuite, Manon s'est glissée dans mes messages privés. Pas d'excuses, juste une liste à puces. Tu me dois l'argent pour la fac que tu avais promis. Continue de payer ma voiture. Mon téléphone est sur ton forfait. Ne t'avise pas de me retirer. J'ai fixé l'écran, presque impressionné par l'audace. J'ai répondu une ligne, Manon, je ne suis pas ton vrai père. Parle d'argent à ta mère. C'est ce que font les vraies familles. Elle a répondu par un paragraphe d'insultes. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyée à Catherine avec la légende fière de ton éducation, puis je l'ai bloquée partout. Par un ami commun, j'ai appris que Catherine cherchait frénétiquement un appartement tout en visitant encore des endroits bien au-dessus de son nouveau budget. La réalité frappait enfin à la porte. Le jour de la signature, j'ai signé chez mon notaire. L'argent a été viré, les frais payés, et un chèque a été émis à Catherine pour sa part légale exacte des acquêts du mariage. Une somme correcte, assez pour un apport sur un petit studio ou 2 ans de loyer, mais pas le jackpot qu'elle espérait. Les papiers du divorce sont partis avec le chèque par coursier. Je n'ai jamais eu à la revoir. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement vide, avec juste un matelas au sol et quelques cartons, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. C'était Catherine. Voix petite et brisée. J'ai reçu le chèque. C'est vraiment fini, Jean? 10 ans gâchés pour une dispute stupide? Ce n'était pas une seule dispute, Catherine. C'était 10 ans où tu pensais ça, plus le matin où vous en avez ri toutes les deux. Le mariage ne s'est pas terminé ce jour-là. Il est juste devenu honnête. Elle a pleuré, a parlé de minuscules appartements et du fait que Manon devrait aller à la fac publique et travailler à côté. Tu as ruiné nos vies. Non, tu as ruiné ton propre filet de sécurité. Adieu. J'ai bloqué le nouveau numéro. 1 mois plus tard, une voix d'homme rugueuse a demandé si j'étais Jean. C'est Éric, le père biologique de Manon. Catherine m'a retrouvé, m'a raconté des histoires folles. Je veux entendre ce qui s'est réellement passé. J'ai accepté de le rencontrer dans un lieu public. Mon ami Philippe surveillait depuis la table voisine. Éric était chauffeur routier international, le visage marqué mais le regard franc. Catherine m'avait dépeint comme un tyran abusif qui les avait jetés à la rue. Éric avait fait sa propre enquête d'abord, avait posé des questions en ville, entendu que j'étais quelqu'un de bien.
J'ai tout déballé, je lui ai montré les SMS. Il a secoué la tête tout le long. J'ai été un père de merde, a-t-il dit. J'assume ça. Mais je n'ai jamais prétendu être autre chose. Ce qu'elles t'ont fait après que tu aies élevé ma gamine pendant une décennie. C'est bas. Il n'avait aucune intention de se remettre avec Catherine. Il voulait juste rencontrer Manon. Peut-être la remettre dans le droit chemin. Une semaine plus tard, il a rappelé. Il a dit que Manon lui avait hurlé dessus aussi. L'avait traité de raté et de faux père. Lui avait dit de dégager. Même scénario. Nouvelle cible. La dernière carte de Catherine a été d'essayer de torpiller mon entreprise. Elle a laissé un message vocal hystérique à ma plus grosse cliente, prétendant que j'étais instable et en pleine dépression nerveuse à cause du divorce. Ma cliente, Diane, m'a appelé elle-même, riant presque. J'ai déjà entendu des ex-femmes aigries, Jean. Continue de construire. On est bon. Aux dernières nouvelles, Catherine et Manon partagent un 2 pièces exigu à l'autre bout de la ville. Catherine a pris des quarts de nuit comme serveuse. Manon retourne des burgers pour économiser pour ses études. Eric lui vire de petits chèques avec un post-it qui dit « Voilà ce qui arrive quand on trahit les gens bien ». J'ai croisé Catherine une fois au supermarché avec son nouveau copain. Elle avait l'air plus vieille. Nos yeux se sont croisés. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait parler. J'ai fait un signe de tête polie et j'ai poussé mon caddie dans l'autre direction. Je n'ai rien ressenti. 6 mois plus tard, le nouveau copain, David, a appelé mon bureau. Désespéré pour 5 minutes et une bière. Même histoire, chapitre différent. Il avait rencontré Catherine sur une appli, entendu l'histoire larmoyante du méchant ex-mari, commencé à financer son train de vie, découvert des cartes de crédit ouvertes à son nom et plafonnées. Il avait parlé à une amie, appris la vérité, voulait la confirmation qu'il n'était pas fou. Je lui ai dit exactement qui elle est, je lui ai dit que la seule sortie était de couper les vivres et de se préparer à la guerre. Il m'a remercié comme un homme qui se noie à qui on lance une corde. Quelques mois après ça, Manon m'a envoyé un SMS d'un nouveau numéro. Un long message. La première fois qu'elle s'approchait d'une excuse. Elle disait que voir sa mère jouer le même jeu avec David, plus quelques discussions difficiles avec Eric, lui avait enfin ouvert les yeux. J'ai été horrible avec toi. Tu ne méritais pas ça. Je suis désolé. J'ai pensé à la petite fille de 7 ans qui courait vers la porte quand je rentrais du travail. J'ai répondu, j'apprécie d'entendre ça, Manon. Je te souhaite le meilleur. C'était suffisant. J'ai vendu l'entreprise l'année dernière. J'ai pris ma retraite anticipée, acheté une petite fermette sur 2 hectares avec un étang. Mon vieux chien chasse toujours les écureuils. Je pêche. Je travaille dans mon atelier de menuiserie. Je bois mon café sous le porche et je n'écoute rien d'autre que le vent dans les arbres. Le bruit de fond d'une décennie entière, à marcher sur des œufs, à prouver ma valeur, à mendier un respect basique, a enfin disparu. Le silence n'a jamais été aussi doux. Certains soirs, je me sers un whisky, je m'assois sous le porche et je souris en pensant à quel point la vie peut être paisible quand on arrête de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Ça, j'ai appris que c'est le seul projet qui vaille vraiment la peine d'être terminé.